Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le budget de l'ESR, qui s'élève à 29,24 milliards d'euros, illustre cette année encore votre vision libérale, calquée sur le modèle anglo-saxon. Lors de la conférence de presse de la rentrée 2021, vous avez reconnu, Madame la Ministre, que les organismes de recherche souffraient de sous-financement chronique depuis des décennies. Si nous partageons ce constat, nous déplorons la réponse que vous y apportez. En effet, dans la dynamique de la LPR, la hausse du budget consacré à la recherche profite à l'ANR et au financement par appel à projets, au détriment des crédits récurrents. Aussi, l'action 2 du programme 172 augmente de 17,44% pour un montant de 884,35 millions d'euros. Or, ce mode de redistribution des dotations publiques pour la recherche par appel à projets, non content de limiter les sujets de recherche, d'accroître la concurrence entre les chercheurs et d'être chronophage, est fortement inégalitaire. Aujourd'hui déjà, 80% des moyens de recherche compétitifs, comme les projets ANR, sont attribués à seulement 20 établissements d'enseignement supérieur sur la centaine qui existent. Le CIR, lui, représentera en 2022 pas moins de 7,43 milliards d'euros, soit environ un quart du budget de l'ESR. Cette niche fiscale opaque est accordée sans contrepartie sur simple déclaration. Sanofi, par exemple, qui en bénéficie, a investi en janvier 610 millions d'euros dans une nouvelle usine de production de vaccins, puis a annoncé en septembre dernier l'arrêt du développement de son vaccin contre le Covid. Il n'y a pas d'argent magique, disait Emmanuel Macron. Eh bien, en réalité, ça dépend pour qui. Dans la droite ligne de votre idéologie, ce budget reflète aussi votre volonté d'en finir peu à peu avec le statut de fonctionnaire. Ainsi, le CNRS voit ses emplois sous plafond baisser de 128 TPT et ses emplois hors plafond augmenter de 995 TPT, laissant le champ libre aux CDI de mission scientifique, aux chaires de professeurs juniors et aux contrats doctoraux de droit privé. Globalement, le recrutement de titulaires enseignants-chercheurs a diminué de près de moitié sur les 10 dernières années. Les contractuels représentent désormais 25% des postes et 6 millions d'heures supplémentaires sont effectuées par les enseignants, ce qui représente 30 000 postes de titulaires. Le désengagement de l'État, à l'œuvre dans le domaine de la recherche, se retrouve hélas dans l'enseignement supérieur. Malgré la hausse de 1,48% du programme 150 dédié à la dotation des universités, qui atteint désormais 14,21 milliards d'euros, vous continuez en réalité de sous-doter les universités en ne prenant pas en compte leurs besoins réels, ni l'augmentation du nombre d'étudiants. Une sous-dotation que la CPU confirme, je cite, « La baisse de la dotation par étudiant est constante et ne donne aucune marge de manœuvre aux établissements. » Vos choix budgétaires renforcent la sélection et le déterminisme social. Entre la mise en œuvre d'un bac local, du portail Parcoursup, de la sélection en master et le manque de place, sans surprise, ce sont les plus précaires qui se retrouvent majoritairement sur le carreau. En effet, alors qu'il y a 19,2% d'ouvriers dans la population active, leurs enfants ne représentent que 12,3% des étudiants en licence, 8,5% des étudiants en master et 5,9% des doctorants. Quant aux cadres, qui constituent 20,4% de la population active, leurs enfants représentent 29,3% des étudiants en licence, 40,2% des étudiants en master et 40,3% des doctorants. Par ailleurs, la précarité dont souffraient déjà les étudiants avant la crise sanitaire s'est considérablement aggravée. Renoncement aux soins, difficulté à se nourrir, à se loger, à assumer les dépenses du quotidien et évidemment à étudier sereinement. En réponse à leur détresse, ce PLF marque la fin des aides exceptionnelles, comme le repas à 1 € pour tous les étudiants. Les bourses ne sont revalorisées qu'à hauteur de 1%, alors que l'inflation est de 1,8%. Le gouvernement n'investit toujours pas massivement dans les Crous et l'allocation autonomie jeunesse n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est dommage, car elle permettrait de sortir de la charité. En somme, les crédits de la mission ESR actent la marchandisation du savoir ainsi que l'employabilité et aggravent les inégalités sociales. Le gouvernement refuse d'assumer ses missions de service public et renonce au principe d'un savoir universel et émancipateur. C'est pourquoi nous voterons contre. Je vous remercie.
Par cet amendement d'appel, nous proposons de redistribuer les fonds de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, sous la forme de crédits récurrents pour les équipes de recherche. Alors, ce n'est pas un scoop, ça va surprendre personne ici. Vous connaissez tous notre position sur l'ANR et surtout sur le fonctionnement sous forme d'appel à projets qui organise la concurrence à outrance entre les établissements, entre les chercheurs, et qui n'a eu de cesse depuis sa création d'accroître en plus les disparités entre d'un côté les établissements et unités de recherche d'excellence qui remportent des projets et bénéficient de financement et de l'autre des établissements de seconde catégorie qui n'en obtiennent pas. Voilà pour toute une série de raisons que j'ai notamment évoquées aussi dans la discussion générale. Nous vous demandons de voter cet amendement. Je vous remercie. Ce que nous constatons, c'est que les dépenses françaises pour la recherche par appel à projet sont très en deçà des dépenses de nos voisins européens en la matière. Par exemple, l'agence de recherche allemande y consacre chaque année 2 milliards d'euros. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur l'augmentation du taux de sélection qui atteindra 23% dès la fin de l'année 2021, permettant ainsi de retenir un plus grand nombre de projets de qualité. Alors, l'ANR, on ne va pas y revenir, en plus d'être chronophage, d'être inégalitaire, il y a quelque chose aussi qui inquiète beaucoup la communauté scientifique, c'est qu'elle limite la thématique aussi des recherches pour les chercheurs. En réalité, nous avons là un désaccord idéologique fort. Vous voulez aller vers le modèle anglo-saxon et nous pensons que ce n'est pas une bonne chose pour la recherche et notamment pour la recherche publique. Alors, vous citez l'Allemagne. Alors, on cite toujours un peu les choses quand ça nous arrange, les uns et les autres. J'espère que pour le coup, l'amendement que nous proposerons pour recruter des assistants sociaux, où là, l'Allemagne fait beaucoup mieux que nous, j'espère donc que vous serez sensible à cet argument aussi et que vous y serez favorable. Pour venir à la question qui nous concerne, vous vantez que bientôt 23% des appels à projets seront acceptés. Vous vous rendez compte du ridicule de l'objectif que vous vous fixez? Ça veut dire que vous assumez de laisser 70%, parce que même si ça progresse encore un petit peu plus, des gens qui font des appels à projets sur le côté. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas rééquilibrer les choses en faveur de la recherche publique et notamment fondamentale et revenir au crédit récurrent. Il n'est pas adopté. Par cet amendement, nous souhaitons allouer davantage de moyens aux formations de niveau master pour ouvrir des places aux étudiants qui ont obtenu une licence afin que leur droit à la poursuite des études ne soit plus bafoué. On sait qu'il y a un manque de places de plus en plus criant. On voit chaque année les syndicats d'étudiants s'organiser. Chez nous à Montpellier, mais pas qu'à Montpellier, hélas, il y a des grèves de la faim régulières. Il y a des étudiants qui vont voir directement dans les facultés auprès des professeurs parce que le rectorat ne répond pas convenablement à leurs besoins. Alors, quelle vision et quel message on envoie à la jeunesse, hein? En fait, c'est toujours la même question. Au lieu de les aider, au lieu de leur faciliter un peu la tâche, au lieu de briser le déterminisme social, eh bien, tant pis pour les plus précaires, tant pis pour les étudiants étrangers, parce que quand on regarde la sociologie des étudiants qui sont refusés à l'entrée en master, c'est absolument hallucinant. Il y a 95% d'étudiants extrêmement précaires et énormément d'étudiants étrangers. Voilà. Donc, ce sont des choix politiques. La sélection que vous organisez à l'université, c'est un choix politique. Ce n'est pas le nôtre. Et là, on est dans le budget. C'est le moment de remédier à ce choix. C'est le moment de faire autre chose. C'est le moment de dire oui, on va vous donner, on va en faire une priorité, l'éducation, et on va ouvrir un petit peu les vannes du budget et on va vous permettre d'avoir un droit à la poursuite des études effectif. Parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Notre amendement, c'est ni plus ni moins ça, permettre aux étudiants qui le souhaitent de poursuivre leurs études dans la filière de leur choix, pas par défaut. Je vous remercie. Il existe aujourd'hui 170 000 places en première année de master et le nombre d'étudiants inscrits est de 160 000 places. Donc, alors, toutes les places ne correspondent pas forcément aux souhaits ou aux capacités d'ailleurs des étudiants. L'accès en master, je le rappelle, hein, c'est à la fois dans la loi de 2016, la capacité à poursuivre ses études, en même temps la capacité à sélectionner à l'entrée de master, et en même temps le rappel que la poursuite d'études n'est pas forcément quelque chose qui se fait dans la continuité de l'obtention de sa licence. Il n'est pas
adopté. Je crois que c'est une bonne nouvelle si nous sommes tous ici concernés par la réussite des étudiants. Je crois qu'on veut tous les voir réussir. Après, c'est les moyens. Si Parcoursup, maintenant, la plateforme Parcoursup fait office de plateforme d'orientation, c'est bien qu'il y a une faillite en amont. C'est bien que les CIO sont peu à peu supprimés. C'est bien que les conseillers d'orientation disparaissent et que ce sont maintenant les professeurs qui, comme ils peuvent, essayent d'assumer cette mission qui n'est pas la leur et à laquelle ils ne sont pas formés et qui est extrêmement difficile. Voilà. Donc je crois qu'il faut être sérieux si nous voulons tous le droit effectif à la poursuite d'études. Alors bien sûr, certains échoueront parce que c'est comme ça, il y en a qui échouent, mais donnons la possibilité au moins de réussir réellement et de pouvoir étudier sereinement. Je reviens sur l'accès en master. 5000 étudiants n'avaient toujours pas de place en master et se sont retrouvés sans solution. Le droit différé, c'est bien le droit différé. Quand on peut, quand on a les moyens, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé d'abandonner ses études et de travailler parce qu'il faut manger, tout simplement. Et là aussi, on renforce le déterminisme social et on se prive de talents, de grands talents pour le pays. Voilà. Et c'est vraiment dommage. Écoutez, on essaye encore, hein, parce qu'on est nombreux ici à ne pas comprendre en fait pourquoi cette mesure n'est pas reconduite. C'était une bonne mesure. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui nous semblent bonnes. Celle-là, elle était bonne, donc on le dit, et on regrette et on ne comprend pas. Et vous dites, les étudiants qui ne sont pas boursiers, mais qui seraient dans des situations exceptionnelles, un petit peu de précarité, pourraient le demander. Qui est au courant ? Combien de dossiers, combien d'étudiants en ont fait la demande? Et puis, pourquoi toujours remettre les gens dans cette situation de devoir baisser la tête, de devoir demander, de faire la charité? Ça a un côté assez insupportable. Et je crois que les étudiants, vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas que les étudiants qui ont les moyens ou dont les parents aient les moyens bénéficient de ça, ce ne serait pas normal. Est-ce qu'ils vont vraiment au Resto U? Les enfants de, vous dites les députés, qui gagnent, allez, 4 000, 5 000 francs, 5 000 euros par mois, est-ce qu'ils vont au Resto U? Peut-être certains, mais pas beaucoup. Voilà. Donc partons des besoins, partons de la précarité qui explose, de la précarité des jeunes qui explose. Et vraiment, il faut arrêter de détourner la tête et d'être malhonnête intellectuellement. Il faut répondre à ces besoins-là. Manger, c'est un besoin vital. Donc remettez cette mesure qui était une bonne mesure. Remettez les repas à 1 € pour tous les étudiants. S'il n'est donc pas adopté. Cet amendement va dans le même sens que celui que vient de défendre ma collègue. Il vise à accélérer la rénovation de la construction de logements étudiants. Nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il n'y en a pas assez. Et j'ai du mal à comprendre parce que vous venez de nous dire nous avons conscience de cette problématique et nous avons fait un effort là-dessus et nous allons continuer. C'est très bien, mais nous on vous dit c'est pas suffisant. Donc comment, si vous voulez aller dans le même sens, comment vous pouvez refuser de voter nos amendements? Là aussi, il y a quand même des incompréhensions. Il n'est pas adopté. La FAGE a publié le 9 mai 2021 une nouvelle enquête sur l'impact de la crise sur les 18-25 ans, un an après un premier sondage. 83% des étudiants déclarent avoir été affectés au niveau psychologique, affectif ou physique depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Une hausse de 4 points en un an. 31% déclarent avoir eu des pensées suicidaires depuis le début de la crise. C'est une hausse de 10 points. Enfin, 2 étudiants sur 5 ont renoncé à des soins depuis mars 2020. Un chiffre, là encore, en hausse de 11 points. Les assistants sociaux ont un rôle essentiel que personne ne niera afin d'aider les étudiants en difficulté. Si on compte un assistant social pour 5000 étudiants en Allemagne, la situation est bien différente chez nous, où il n'y a qu'un assistant social pour 12 000 étudiants au sein des Crous. Les 60 assistants supplémentaires annoncés par le gouvernement sont une bonne chose, mais ne seront pas suffisants pour répondre aux besoins. Nous proposons de recruter des assistants pour atteindre un assistant social pour 7 000 étudiants. Le coût de cette mesure a été chiffré à 7,5 millions d'euros lors de la mission flash sur le financement Crous dans le contexte de l'épidémie de coronavirus que nous avons présentée avec ma collègue Fabienne Colbock.
Ce rapport précisait que dans un contexte d'accroissement de la précarité étudiante, un accompagnement humain et incarné apparaît pourtant plus que jamais nécessaire. Il convient donc de relever le plafond d'emploi attribué aux Crous en loi de finances afin de leur permettre de recruter davantage. Eh bien, chers collègues, nous y sommes. Vous avez raison, la présence d'assistants sociaux au sein des universités peut s'avérer utile et même très utile pour informer les étudiants sur les aides auxquelles ils ont droit et leur offrir une écoute sur les difficultés qu'ils rencontrent. Donc pas adopté.